Alors, bonjour tout le monde. Alors, il nous fait plaisir, d'être ici avec vous aujourd'hui. Peut-être d'emblée, donc nous sommes 2 à présenter, mais, il y a 2 autres au moins personnes derrière ce projet. Donc, Laurie Kirouac, Sébastien Parent et Valérie Janssen qui est ici et Béatrice Mailloux qui est peut-être en ligne. Alors, voilà, c'était, ensemble qu'on nous avons, préparé cette présentation. Alors, au Québec, une grande diversité de catégories professionnelles sont depuis plusieurs années touchées par l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle aussi communément le burn-out. Les enseignants, le personnel soignant, les médecins, les employés de la restauration, agriculteurs, agricultrices, ouvriers qualifiés, non qualifiés. Bref, beaucoup de gens sont touchés. Certes, nous ne disposons pas à l'heure actuelle de données précises sur l'ensemble des catégories professionnelles touchées, mais en revanche, ce que la littérature dit depuis un certain nombre d'années déjà, c'est que ce sont désormais tous les travailleurs et travailleuses qui sont plus ou moins à risque de vivre un épuisement professionnel au cours de leur vie active. Aussi, si au départ, c'est-à-dire des années 80 jusqu'au début des années 2000, l'approche dominante était de mettre la focale sur les facteurs individuels comprendre finalement les causes derrière l'épuisement professionnel. Depuis plusieurs années maintenant, un nombre important d'études ont mis de l'avant la place centrale de l'environnement de travail et donc des facteurs organisationnels dans l'étiologie de l'épuisement professionnel et donc dans l'identification des causes de l'épuisement professionnel. De sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs et d'acteurs du monde du travail conçoivent l'épuisement professionnel à l'instar de Christiana Maslach et son collègue Letter, deux éminents psychologues et spécialistes du burn-out. Donc, de plus en plus d'acteurs conservent le burn-out comme étant un problème lié aux individus eux-mêmes, pardon, un problème non pas lié aux individus eux-mêmes, mais bien à l'environnement dans lequel ils travaillent. Cette conception rejoint d'ailleurs la conception sa définition rejoint d'ailleurs la conception de l'autre qui définit pour sa part, donc l'épuisement professionnel comme un phénomène lié au travail résultant d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été correctement géré. Or, pendant ce temps au Québec, de manière assez contrastante, donc avec ces quelques constats épidémiologiques et ces avancées scientifiques, l'épuisement professionnel bénéficie d'une très faible reconnaissance institutionnelle. Dans la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui a été adoptée en 1985 dans la facture qu'on connaît actuellement, il y a deux véhicules principaux qui permettent de faire reconnaître l'épuisement professionnel. La première façon, c'est d'aller avec la reconnaissance d'un accident du travail. Et quand on lit la définition qui est la même depuis 1985 à l'article 2, alinéa 2 de la LAT-MP, il n'y a aucune distinction qui est faite par le législateur entre les lésions de nature physique ou psychique. Cela étant, selon les statistiques de 2022 de la CNESST, il y a seulement 1,1 des lésions de nature psychologique qui vont être acceptées par la CNESST. La jurisprudence va vraiment établir plusieurs critères en matière d'épuisement professionnel. C'est une décision récente de 2023. On va demander aux travailleurs de faire la preuve d'un de ces éléments-là. On va exiger qu'ils démontrent que sa charge de travail dépasse le cadre normal et habituel du travail et ces critères-là ne se retrouvent pas à la lecture de la loi. On va vraiment demander aux travailleurs en matière de lésions psychiques, d'épuisement professionnel, qu'ils fassent la preuve qu'il y a eu un changement majeur dans ces conditions de travail ou la façon d'exécuter le travail. Donc, c'est comme si on présumait que d'emblée, tous les milieux de travail sont sains et respectent la santé mentale du travailleur, à moins qu'il survienne un changement particulier dont la preuve lui incombe. Donc ça va vraiment complexifier le parcours du travailleur ou de la travailleuse qui veut faire reconnaître un accident du travail en matière d'épuisement professionnel. Autrement, si on veut faire reconnaître que c'est une maladie professionnelle, dans l'ancienne annexe 1 de la LATMP, l'épuisement professionnel n'est pas une maladie professionnelle qui bénéficie d'une présomption. Et si on veut faire reconnaître que c'est une maladie professionnelle par l'article 30, là, il faut démontrer que c'est caractéristique du travail ou relié au risque particulier du travail, ce qui est particulièrement un fardeau très lourd. Or, en 2021, il y a eu des débats parlementaires, il y a eu une consultation des acteurs du monde du travail dans le cadre du projet de loi numéro 59. Ce projet de loi-là annonçait qu'il allait moderniser euh,
les régimes en santé et sécurité du travail, ce qui inclut nos deux volets, prévention et indemnisation. Donc, ça offrait vraiment l'occasion aux partenaires du marché du travail de s'adresser à cette problématique-là, qui est la faible reconnaissance institutionnelle de l'épuisement professionnel. Et on disait on proposait aussi de mettre à jour la liste des maladies professionnelles bénéficiant d'une présomption à la lumière des avancées et des progrès scientifiques. Donc, si comme le dit le juge Gontier dans l'arrêt Béliveau-Saint-Jacques, la LATMP, le régime public, repose sur un compromis social longuement mûri entre des différentes forces contradictoires, on s'est demandé comment s'est traduit ce compromis-là à l'égard de l'épuisement professionnel dans le cadre de l'étude du projet de loi 59. Je repasse la parole à Laurie pour qu'elle vous présente les résultats. Donc, ces différents constats bien présentés par Sébastien nous ont donc amené à nous demander finalement comment expliquer la très faible reconnaissance de l'épuisement professionnel comme liaison psychologique au Québec et en particulier sa non-reconnaissance comme maladie professionnelle présomptive. Une question donc qui nous paraissait d'autant plus pertinente que nous sortons tout juste, comme il l'a dit, d'une période de grands débats et de consultations publiques sur la révision, la refonte donc du régime de santé et sécurité du travail. Donc, pour répondre à cette question, nous avons procédé à l'analyse des 80 mémoires qui ont été déposées en janvier 2021 dans le cadre des auditions publiques donc tenues sur le projet de loi 59, projet de loi donc qui a mené à la récente réforme donc notamment du régime public d'indemnisation et de réparation des lésions professionnelles. Donc, nous avons analysé ces mémoires qui ont été déposées par donc plusieurs acteurs, des syndicats, des employeurs, des associations de travailleurs, des organismes publics. Et donc, l'idée avec cette analyse, c'était d'identifier ce que nous avons appelé les régimes d'argumentation, c'est-à-dire donc les stratégies d'argumentation, les points, donc les arguments mis de l'avant par les différents acteurs pour justement défendre leur point de vue sur la question de la reconnaissance des lésions psychologiques et en particulier sur la question de l'inclusion de l'épuisement professionnel au règlement sur les maladies professionnelles. Et donc, dans le cadre de cette communication, ce sera de vous présenter rapidement les résultats préliminaires de cette analyse. Donc, en menant cette analyse des 80 mémoires, 3 grands régimes d'argumentation semblaient se dégager finalement des mémoires qui ont été déposées. Donc, vous les retrouvez ici, les 3 régimes d'argumentation. Je vais les prendre un à la suite de l'autre et je vais essayer de les caractériser. Donc, premier régime que nous avons appelé le plaider le statu quo. En gros, ce régime d'argumentation regroupait 8 acteurs qui souscrivaient et ces acteurs avaient en commun de manifester beaucoup de réticence ou encore d'opposer ni plus ni moins un refus pur et simple à l'intention du législateur d'inclure le trouble du stress post-traumatique, donc au règlement sur les maladies professionnelles. Cette position, il la défendait autour d'un argumentaire qui s'articulait autour de 3 grands éléments. Donc, premier élément, il rappelait donc aux législateurs de l'importance de ne pas sous-estimer la complexité et surtout de ne pas sous-estimer le caractère multifactoriel des maladies dites de nature psychologique et de ce fait, de ne pas sous-estimer la quasi-impossibilité finalement de départager les facteurs individuels personnels d'un côté et les facteurs professionnels de l'autre dans finalement la détermination des causes des maladies dites psychologiques. Donc, ce point de vue est bien illustré par le mémoire déposé par l'Association minière du Québec qui dit « En regard de réclamations pour les lésions professionnelles reliées au stress, les facteurs personnels sont d'une grande importance. En rien n'est prévu à cet égard dans le projet de loi. » Deuxième argument qui est avancé par ces acteurs, c'était le fait de rappeler aux législateurs l'importance que lorsque des stressors ou les situations problématiques surviennent dans le cadre normal du travail ou dans le cadre des activités inhérentes au travail, leurs effets sur la santé psychologique des travailleurs concernés n'ont pas à faire l'objet de réparation, y compris dans le cas du trouble de stress post-traumatique. Et donc, on voit bien cet argument qui est bien reflété dans la recommandation qu'on retrouve dans le mémoire du Conseil du patronat du Québec qui demande de limiter l'application de la présomption du trouble du stress post-traumatique si cela seulement sort du cadre normal et habituel du travail. Donc, en gros, en insistant sur ces 2 arguments, que cherchent à faire finalement ces acteurs qui souscrivent à ce premier régime d'argumentation? C'est finalement de chercher à resserrer autant que possible les critères d'admissibilité des lésions psychologiques
TMP. C'est en ce sens qu'on peut résumer leur régime d'argumentation en disant qu'ils plaident le statu quo. Et d'ailleurs, certains n'ont pas hésité à défendre que, justement, ils cherchaient un statu quo en mettant de l'avant un argument économique. Ils ne s'en cachaient pas du fait qu'ils s'inquiétaient finalement que l'ajout du stress post-traumatique au règlement sur les maladies professionnelles entraînerait des coûts supplémentaires parce qu'il y aurait plus de réclamations et de lésions qui seraient soumises et indemnisées. Et donc, ça représenterait plus de coûts pour les employeurs. Et donc, cette position est bien reflétée donc, par l'extrait du mémoire de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes qui dit qu'elle est inquiète quant aux répercussions de cette décision, notamment en regard donc, des coûts du régime. Donc, premier régime d'argumentation qu'on retrouvait dans l'analyse des mémoires. Deuxième régime qui regroupait une dizaine d'acteurs cette fois. Donc, ces acteurs avaient en commun, pour la majorité d'entre eux, d'accueillir favorablement la proposition d'inclure le trouble du stress post-traumatique au règlement sur les maladies professionnelles. Cette décision, donc, ils la défendaient, surtout en mettant l'importance d'en arriver au Québec à une meilleure effectivité juridique de la LATMP afin que les travailleurs qui sont victimes d'une lésion psychologique n'aient pas un plus grand fardeau de la preuve, finalement, à démontrer que les travailleurs qui sont plutôt victimes d'une lésion physique. Et donc, cette position est illustrée donc, dans le mémoire déposé par le protecteur du citoyen qui dit qu'effectivement, il accueille cet ajout donc, du stress post-traumatique au règlement avec satisfaction, étant donné qu'il contribue à alléger le fardeau de la preuve qui incombe à la personne concernée. Élément ici important par rapport au deuxième régime d'argumentation, c'est qu'effectivement, ces acteurs plaident en faveur d'une meilleure reconnaissance des lésions psychiques, mais cela n'implique pas, à leur avis, d'ajouter plus de troubles de santé mentale à la liste ou au règlement des maladies professionnelles. Donc, ils ne veulent pas ajouter d'autres troubles que le trouble du stress post-traumatique. Ils s'en tiennent à proposer cet ajout et à soutenir cet ajout. Et c'est une caractéristique qui, justement, qui permet de différencier le deuxième régime d'argumentation du troisième qu'on a appelé plaider la reconnaissance de l'épuisement professionnel comme maladie professionnelle. Et on retrouve en fait 13 acteurs qui se retrouvent derrière ce régime d'argumentation. Et ces acteurs avaient finalement en commun défendre l'importance d'appliquer la présomption à l'épuisement professionnel et ou à d'autres même atteintes à la santé mentale, troubles anxieux, etc. Donc, au règlement, donc d'appliquer la présomption à plusieurs troubles de santé mentale, y compris l'épuisement professionnel, en fait à des troubles qu'ils disent liés aux risques psychosociaux et au stress chronique. Ils mettent cette position de l'avant en avançant trois grands arguments principaux. D'abord, un constat épidémiologique à l'effet que, en fait, on retrouve, oui, des troubles du stress, le trouble du stress post-traumatique dans le milieu de travail, mais on retrouve aussi bien d'autres troubles mentaux, comme l'épuisement professionnel. Et donc, on tient à ce que, justement, cette prévalence élevée se reflète dans le règlement sur les maladies professionnelles et aussi sur la base que ces troubles de santé mentale, on sait maintenant qu'ils sont liés aux facteurs de risques psychosociaux. Et donc, sur une base épidémiologique, on avance cet argument, donc, de l'importance d'intégrer l'épuisement professionnel. Deuxième argument, c'est le fait de dire que il est important, finalement, d'intégrer l'épuisement professionnel au règlement au nom d'une meilleure effectivité juridique et une meilleure cohérence législative en matière de lésions professionnelles. En fait, ici, ce qui est avancé, c'est qu'on regrette que si d'autres troubles de santé mentale ne sont pas ajoutés au règlement, bien, en fait, ça fera en sorte que les lésions psychologiques au Québec ne seront reconnues comme presque juste sur une base théorique par à la LATMP, tellement il est difficile pour les travailleurs, finalement, d'obtenir une indemnisation lorsqu'ils présentent une réclamation. Et aussi, donc, il plaidait donc l'importance d'ajouter l'épuisement professionnel sur la base du fait que si nous ne faisons pas ça, bien, ça impliquerait finalement d'endosser qu'il y aurait une grave incohérence dans la loi elle-même, étant donné qu'en ce moment, effectivement, le volet prévention de la loi défend
avance l'importance des risques psychosociaux et avance les obligations des employeurs à l'égard de la prévention des risques psychosociaux. Mais du côté du volet plus réparation de la loi, ben, rien n'est vraiment fait pour améliorer finalement l'indemnisation des lésions psychiques. Donc, il y aurait comme une incohérence entre les deux volets de la loi. Troisième argument, rapidement, c'est de dire que ben, ajouter des cas d'atteinte à la santé mentale au règlement, mais ça favoriserait aussi une équité sur la question des accommodements lors des retours au travail des travailleurs et aussi, donc, ça permettrait de réduire la stigmatisation en milieu de travail. Donc, très rapidement, au niveau de la discussion, qu'est-ce qui ressort? Ben, c'est de dire qu'on remarque bien que les acteurs qui plaident pour l'inclusion de l'épuisement professionnel à la liste au règlement sur les maladies professionnelles mettent de l'avant des arguments robustes, épidémiologiques, des arguments sur la base de l'effectivité juridique et un appel à un régime plus équitable et moins stigmatisant. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que ces arguments ont beau être robustes, ils n'ont pas tellement eu d'écho auprès du ministre de la Justice et qui, dans le cadre de l'adoption de la nouvelle loi, finalement, a plutôt prêté l'oreille aux arguments qui étaient ceux du premier régime d'argumentation, c'est-à-dire que les arguments autour des coûts du régime et du caractère multifactoriel des maladies, étant donné que ben, ce qu'on constate, c'est que le législateur donc, a seulement choisi d'appliquer la présomption aux troubles du stress post-traumatique et donc d'inclure ce trouble dans la liste des maladies en laissant de côté tous les autres troubles de santé psychologique. Et donc, en une minute, oui, parfait. Donc, en une minute, juste pour vous dire qu'effectivement, donc, ces arguments, on les entend souvent et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour un petit peu les déconstruire avec vous. Donc, effectivement, ajouter l'épuisement professionnel au règlement sur les maladies professionnelles et donc de reconnaître la présomption à l'épuisement professionnel, évidemment que ça entraînerait à court ou plus long terme, à plus court ou moyen terme, une augmentation des coûts du régime. Donc, c'est un secret de polichinelle. Il y aurait beaucoup plus de réclamations qui seraient soumises et acceptées. Et donc, les coûts seraient plus élevés pour les employeurs. Mais la question à poser, c'est est-ce que c'est pas là, finalement, le nerf de la guerre pour une véritable prévention de la santé psychologique au travail et une vraie lutte contre l'épuisement professionnel? Parce que pour l'instant, l'épuisement professionnel, ça coûte à peu près rien pour les employeurs. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en matière de risques psychosociaux au Québec, le pollueur n'est pas le payeur. Et deuxième argument sur les caractères multifactoriels des maladies, on peut dire que cet argument, c'est un vieil argument, c'est un vieux motif d'opposition qu'on a aussi vu à l'époque où, justement, on voulait reconnaître l'origine professionnelle des TMS, des troubles musculo-squelettiques, et que finalement, cet argument n'avait pas tenu lorsque des acteurs avaient rappelé que finalement, la notion de présomption d'origine devait s'appliquer à partir du moment où le législateur avait considéré que le rôle des conditions de travail était non pas l'unique facteur, mais bien suffisamment déterminant dans certaines professions pour que la pathologie soit inscrite au tableau des maladies professionnelles en France ou au règlement sur les maladies professionnelles au Québec. Bref, un des principaux motifs d'opposition à l'heure actuelle de l'inclusion des troubles de santé psychologique au règlement sur les maladies professionnelles ne tiendrait tout simplement pas la route. Bref, pour l'heure, le ministre du Travail, Jean Boulet, justifie sa décision en arguant, et je cite, que du chemin doit encore être fait afin d'ouvrir la porte à une reconnaissance de l'épuisement professionnel au Québec. Or, notre analyse donne à voir que ce chemin n'est pas tant scientifique que politique. Merci.